Vos caméras et vos micros sont coupés. Donc, on vous invite à poser vos questions dans le chat. On les relayera avec David. Si vous pouvez, on vous invite aussi à bien vous renommer, pour bien vous identifier, nom, prénom et votre structure. Le webinaire sera enregistré dans le but de vous mettre à disposition sur notre site internet reset.fr avec les différents supports de présentation. L'enregistrement, justement. De démarrer. C'est bon. Alors, l'objectif, c'est vous aider à comprendre les acteurs de l'énergie, à bien décrypter, comprendre aussi vos factures d'électricité et de gaz, les différentes composantes, comprendre votre contrat d'énergie, qui est différent, qui peut être différent d'un établissement à un autre. Bien évidemment, on sera là aussi pour vous aider à trouver les différents, vous aider pour découvrir différents leviers d'action, en modifiant certaines composantes, on verra en détail de vos contrats, et on vous proposera aussi des outils et de l'accompagnement pour vous aider dans vos démarches. L'objectif clairement affiché, c'est de diminuer vos factures d'énergie rapidement et plutôt, vous le verrez, assez simplement. Alors, dans les intervenants, on a Jérémy Fourage, qui représente le syndicat d'énergie de la Nièvre, qui est responsable d'un groupement d'achat à l'échelle Bourgogne-Franche-Comté. Donc moi, Virginie Desmézy, qui représente le pôle énergie. Et donc, je suis chargée de mission énergie santé. Et j'ai à côté de moi David Boileau, pareil, du pôle énergie, et qui lui est plutôt aussi sur la thématique énergie santé, mais qui accompagne, qui coordonne le réseau RESET, qui est le réseau des établissements de santé en transition et qui accompagne surtout à l'échelle régionale les conseillers en transition énergétique et écologique en santé. Donc voilà, on sera les deux aussi pour relayer vos questions. Donc le déroulé, ça va être pour ma part vous présenter Reset, vous présenter les actualités. Jérémy Forage, lui, entrera dans le dur avec la partie optimisation tarifaire des contrats, que ce soit en électricité comme en gaz. Et pour ma part, on terminera sur les différents outils, les accompagnements et les coûts que ça peut représenter pour faire ces optimisations. Donc l'objectif, c'est de finir à 12h30. On va tâcher de bien tenir le timing. On va mettre du temps. Voilà. Alors le programme Reset, c'est plutôt réseau Reset maintenant, on l'appelle, c'est avec David, mais aussi d'autres organismes. On est là pour informer et accompagner les établissements de santé et médico-sociaux de la région de Bourgogne-Franche-Comté sur la thématique transition énergétique et transition écologique. Donc avec David, on représente le pôle énergie. C'est un dispositif qui a été mis en place en 2021 et qui historiquement vous accompagnait accompagne les établissements sur la sobriété énergétique et l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, le confort thermique, la qualité de l'air intérieur, le radon, la thématique légionnelle et depuis peu la gestion de l'eau. Et vous voyez qu'au fil du temps, il y a eu d'autres opérateurs qui ont été intégrés au réseau. Vous avez le RECA, qui est présent depuis 2024 pour vous accompagner sur les soins responsables, les déchets, le transport,
achat durable, sur le numérique et la biodiversité. Et depuis cette année, vous avez Bio Bourgogne-Franche-Comté qui est là pour vous accompagner sur l'alimentation durable, les objectifs de la loi Egalim et les biodéchets. Et donc, ce réseau est financé. Donc, nos financeurs, ce sont l'ARS, l'ADEME et la Banque des territoires pour les 3 opérateurs. Alors, le programme, notre accompagnement Reset au niveau, en tout cas, du pôle énergie, c'est de vous informer à travers ce webinaire, par exemple, de vous conseiller en direct si vous avez des questions sur par exemple, le bilan de gaz à effet de serre, sur les décrets tertiaires, etc. On est là à votre disposition par mail, par téléphone ou en visio. On est là aussi pour vous former, pour vous coacher, en tout cas, pour certains établissements qui avaient été lauréats d'AMI et Grisette. Vous proposer des outils. On verra plus tard aussi dans la présentation. Par exemple, sur des modèles de cahier des charges pour réaliser, par exemple, des audits énergétiques. Et on est là également, surtout mon collègue David, pour coordonner les conseillers en transition énergétique, les CTES, sur Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez des CTES partout en France, avec on va dire, un chapeautage à Naples, et en Bourgogne-Franche-Comté, c'est le pôle énergie qui coordonne et qui anime ce réseau de conseillers. Ils sont 12 ? Une douzaine sur Bourgogne-Franche-Comté. Donc, je sais que parmi vous, il y a aussi il n'y a pas que des établissements de santé là présents à ce webinaire. Il y a aussi, par exemple, des syndicats d'énergie. On retrouve cependant avec ce qu'on appelle les conseillers en énergie partagée, les CEP ou les économes de flux. Donc voilà, depuis peu, il y a ce programme qui est là pour les établissements de santé, qui est tout frais. Dans les canaux de communication, n'hésitez pas à consulter notre site internet, et prochainement, on est en train de vous créer la page LinkedIn Reset avec les 3 opérateurs. Donc voilà, on vous invitera à le partager. Pour ceux qui, dans la thématique, on va dire, outillée, on propose un accès gratuit à la plateforme collaborative Intradem. Mais pour ça, il faut rejoindre et s'inscrire pour rejoindre ce réseau. Sur cette plateforme collaborative, vous allez trouver le calendrier des formations, des webinaires, que ce soit par les 3 opérateurs de Bourgogne-Franche-Comté, du programme RESET, de la NAP, etc. On vous reporte toutes ces informations sur la partie calendrier. On a une partie aussi gestion de projet dans le cadre de groupe de travail qu'on est en train d'exploiter en ce moment, on verra plus tard. Vous avez une partie très intéressante et assez complète documentaire où vous retrouvez les modèles de cahier des charges, toutes les aides financières condensées en un seul fichier, les différentes fiches RETEX, et vous avez un espace collaboratif, comme on le disait, à travers un genre de forum, de conversation à votre disposition, à disposition des établissements. Donc, si vous avez des questions et que vous souhaitez partager votre expérience à travers Bourgogne-Franche-Comté, c'est sur cette plateforme que vous pouvez échanger. Vigilance, pour être informé des notifications, il faut s'abonner. Donc, vous avez un bouton dans la partie conversation, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner. Sinon, vous ne recevrez pas les notifications par mail. Dans la partie, comme on disait, dans les différentes thématiques d'accompagnement dans le cadre du réseau Reset, on vous propose des outils depuis 2022.
on vous propose une plateforme de suivi énergétique et c'était la solution Civil d'Advisio qui a été retenue. Donc ça, c'est une opération à l'initiative du pôle énergie là, avec David. Le contrat, c'est un contrat de 3 ans qui se termine cette fin d'année et je sais que sur Bourgogne-Franche-Comté, il y a un peu plus de 700 compteurs qui sont sur cette plateforme. Donc vous avez une vision des suivis des consommations, une suivi. Il y a aussi une partie de votre patrimoine qui peut être renseignée pour voir les ratios de consommation de chacun de vos établissements. Il y a plusieurs énergies, l'électricité, le gaz, le bois, le réseau de chaleur. Et on verra plus tard, vous avez aussi une proposition d'optimisation tarifaire. Dans les actions là, actuellement, en 2025, on a réuni un groupe de travail pour vous proposer une solution opérationnelle au 1er janvier 2026. Donc là, on est en pleine phase de consultation des éditeurs et ça va marcher par entonnoir. On en a consulté 11, on va en auditionner 3 et l'idée, c'est de vous en proposer un à partir de la rentrée pour une phase opérationnelle au 1er janvier. Là, prochainement aussi, il y a David qui va vous proposer via l'ADEME une formation contrat de performance énergétique en 2 phases, un premier niveau et un deuxième niveau. Donc le 18 septembre et le 20 novembre à Dijon. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, les places sont limitées. Donc vous avez des dates d'échéance qui vous sont rappelées ici. Cette information aussi, vous la retrouvez du coup sur la plateforme Intradem. Et dernière actualité, et pas des moindres, comme tous les ans, on organise une rencontre régionale RISET. Et du coup, cette année, avec les 3 opérateurs, donc la thématique, ce sera de la transition énergétique à la transition écologique. Donc, un nouvel élan pour le réseau RISET et ses établissements. Donc, on vous propose des tables rondes, des ateliers, des conférences thématiques et ça se tiendra cette année à Dijon. L'année dernière, c'était à Beaune. Non, c'était à Dijon aussi. C'était à Dijon aussi, hein. C'était l'année d'avant. Pardon. Et c'est pour la journée. Donc, on a déjà envoyé première information là, cette semaine aux membres du réseau et le programme va arriver très prochainement. Voilà, donc là, je laisse la main désormais à Julie. Il est 11h17. On va essayer de tenir le timing. Donc, j'arrête le partage. Je cherche ma souris. Ouais, j'ai déjà fait. Parce que j'ai un double écran. Ah. C'est tout bon. Parfait. Jérémy, ça devrait être bon. Parfait. Bonjour à tous. Merci Virginie et David pour l'invitation et la présentation, enfin le temps que vous me laissez pour vous présenter cette partie optimisation tarifaire. Je vais vous présenter, voilà mon PowerPoint. Donc déjà, est-ce qu'il est visible? Ouais, super. Donc je me présente, donc Jérémy Fourage, je suis responsable du service achat-vente énergie au SIEN. Le SIEN, c'est le syndicat d'énergie de la Nièvre. Et on a la particularité au SIEN de coordonner un groupement de commandes pour l'achat d'énergie sur le périmètre de la région Bourgogne-Franche-Comté, groupement que l'on coordonne avec l'appui, le soutien et en partenariat avec les 7 autres syndicats d'énergie de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est un groupement dont notamment les établissements de santé peuvent adhérer. D'ailleurs, certains d'entre vous sont adhérents à ce groupement d'achat d'énergie. Mais vous avez aussi accès à d'autres groupements, par exemple le RESA, UniAchat, UGAP. Voilà, il y a différentes structures qui proposent de faire des groupements d'achat d'énergie. Au niveau du groupement Bourgogne-Franche-Comté, on a la particularité de chaque année lancer des campagnes d'optimisation tarifaire, des tarifs d'acheminement, d'électricité et de gaz naturel. Et c'est sur cette base que je vais vous présenter aujourd'hui un retour d'expérience et quelques bonnes pratiques en termes d'optimisation tarifaire.
Par exemple, pour vous donner quelques niveaux, cette année, là, notre dernière campagne d'optimisation tarifaire gaz, on était un peu plus de 60 000 euros de potentiel de gain. Et sur l'électricité, la dernière campagne, on était sur un potentiel de 600 000 euros de gain pour les membres. Et d'ailleurs, on va relancer une campagne d'optimisation tarifaire élec à partir de septembre-octobre de cette année. Donc, si vous êtes membre du groupement, vous serez très certainement contacté par nous et par notre fournisseur d'énergie pour la partie optimisation tarifaire. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le groupement, ce que l'on fait, et si vous souhaitez adhérer, n'hésitez pas à contacter votre syndicat d'énergie départemental. Vous retrouvez les coordonnées de mes collègues très facilement sur Internet. Alors, comme l'a présenté Virginie, on va aujourd'hui... Excuse-moi, tu es pas en plein écran. Ah, je sais pas si... Voilà. je suis pas en plein écran. Alors, je vais pas pouvoir faire grand-chose de plus, parce que je suis déjà en plein écran. Je vais peut-être modifier le partage. Je vais vous partager mon écran et non la présentation. Ça sera peut-être plus efficace. Alors, hop, on recommence. Tac, tac, partager. OK. Alors, est-ce que cette fois, vous avez le plein écran? Ouais, c'est bon. Merci. Ah, c'est mieux. Donc, au niveau de cet ordre du jour, je vais vous présenter donc les différents acteurs de l'énergie. On va voir que ces différents acteurs vont participer à la composition des différentes catégories de la facture de l'énergie. Et on ira très rapidement sur la partie acheminement et donc sur les leviers d'optimisation de l'acheminement. Le quatrième point, je vous donnerai quelques points d'attention sur les optimisations. Lorsque l'on réalise une optimisation tarifaire, il y a certaines limites et il faut en avoir conscience. Donc, commençons, les acteurs de l'énergie. Donc sur l'électricité, il y a 4 principaux acteurs hein, dans l'énergie. On va retrouver les producteurs d'électricité, que ce soit des centrales nucléaires, des centrales gaz ou même des producteurs d'énergie renouvelable avec le photovoltaïque ou l'éolien ou pourquoi pas le microhydraulique ou l'hydraulique tout court. Cette énergie produite va ensuite être transportée. On a un transporteur national en France qui s'appelle RTE qui intervient dans un champ régulé de l'énergie. Une fois passé le réseau de transport, on va passer sur un réseau de distribution qui est majoritairement géré par Enedis. Bon, on retrouve aussi quelques entreprises locales de distribution. Comme pour le transport, la distribution est régulée. Et ensuite, cette énergie va vous être fournie aux consommateurs par l'intermédiaire d'un contrat de fourniture d'énergie. Et donc, nous, consommateurs, lorsque nous contractualisons une fourniture d'énergie avec un fournisseur, on le fait dans ce qu'on appelle un contrat unique, hein, dans 99,99% des cas. Ça veut dire que le fournisseur devient notre intermédiaire auprès du distributeur d'électricité. Et donc, lorsqu'on a besoin de faire une mise en service, lorsqu'on a besoin de faire une modification du contrat de fourniture, changer une puissance par exemple, on le fait par l'intermédiaire du fournisseur d'énergie qui lui-même a un contrat avec le distributeur. Petit point d'attention hein, quand on parle réseau de transport, de distribution, donc RTE, le réseau de distribution, ça va être ce qu'on appelle la HTB. Hein. Ce sont des tensions qui sont supérieures à 63 000 volts. C'est des réseaux qui sont assez faciles à reconnaître, qu'en général, ce sont des très gros pylônes avec au moins 6 isolateurs. Et lorsque l'on passe sur la basse tension ou sur la moyenne tension, ce qu'on appelle la HTA, on va passer par un poste source. La HTA, on va avoir 1 à 3 isolateurs et après, le réseau basse tension, c'est celui que vous avez l'habitude de voir en ville. Ce réseau est majoritairement, je vous le disais, géré par Enedis et des entreprises locales de distribution. Petit rappel, ça fait jamais de mal pour un syndicat d'énergie, les collectivités sont propriétaires des réseaux basse et moyenne tension. Par contre, le réseau haute tension, la HTB, c'est RTE qui en est propriétaire. Petite subtilité, quand vous êtes raccordé en HTA, le poste basse tension vous appartient, c'est à vous de l'entretenir. Alors que lorsque vous êtes raccordé en basse tension, le poste appartient à Enedis ou à l'entreprise locale, c'est lui qui en assure le maintien. Passons sur le gaz naturel.
Alors, j'ai pas précisé, mais n'hésitez surtout pas à m'interrompre, à poser des questions au fil de la présentation. Je ne vois pas les questions qui seront présentées dans le fil de discussion, donc Virginie, n'hésite pas à me les relayer. Donc, pour le gaz naturel, donc on retrouve exactement le même cheminement. Nous avons des producteurs, des transporteurs avec Natran, anciennement GRT, le distributeur GRDF, et ensuite le consommateur qui va contractualiser une offre de fourniture d'énergie avec un fournisseur qui a lui-même un contrat avec le distributeur. Sur la partie gaz naturel, on a une petite subtilité. Hein. Comme vous le savez, on n'a pas beaucoup de gaz naturel en France, donc ce gaz vient de l'extérieur. Soit il vient en France par méthanier, soit par gazoduc. Au niveau du gaz naturel, je pense que c'est à peu près tout. Pareil, hein, quand vous avez une modification contractuelle à faire sur le tarif d'acheminement, vous le faites par l'intermédiaire de votre fournisseur d'énergie. Donc, en général, les consommateurs ont toujours un lien direct avec leur fournisseur, jamais avec leur distributeur, sauf quand ils ont un contrat d'accès direct au réseau d'électricité ou de gaz naturel. Mais là, c'est quand même très rare. Ça va concerner des très, très gros consommateurs, souvent des consommateurs dits électro-intensifs, par exemple, comme des grosses usines de production. Ces différents acteurs de l'énergie vont intervenir à différents niveaux dans votre facture d'énergie. Donc dans la facture d'électricité, on verra que c'est la même chose pour le gaz naturel, vous avez trois grandes composantes de la facture. Vous avez une part acheminement. Pour l'électricité, l'acheminement s'appelle le TURP, le tarif d'utilisation au réseau public d'électricité. Il permet de financer les gestionnaires de réseau et le gestionnaire de transport. Le tarif d'acheminement est le même pour tout le monde. La fourniture, c'est différent. La fourniture doit être mise en concurrence. Nous avons même une obligation de mise en concurrence, sauf pour les particuliers et les très petites entreprises, les structures du moins assimilées très petites entreprises qui ont encore la chance d'accéder aux tarifs réglementés de vente d'électricité. Mais pour la très grande majorité des consommateurs hors particulier, nous avons une obligation de mise en concurrence. Et lorsqu'on met en concurrence la fourniture, on met en concurrence la fourniture d'électricité, l'électron, des composantes dites de capacité. La capacité, ça permet d'apporter une rémunération complémentaire aux fournisseurs d'énergie, non pas en volume de consommation, mais en puissance de production. On retrouve ensuite les certificats d'économie d'énergie. Donc ça, vous connaissez certainement les certificats. Hein. En tant que maître d'ouvrage, lorsque vous intervenez sur vos équipements, que vous réalisez des économies, isolation, changement de fenêtre, ce genre de choses, vous allez générer des certificats qui vont vous permettre de recevoir un chèque, d'être rémunéré sur l'action d'économie d'énergie réalisée. Et qui est-ce qui va vous rémunérer? Ce sont des acteurs dits obligés. Les acteurs obligés, ce sont les fournisseurs d'énergie. Sauf que les fournisseurs d'énergie, lorsqu'ils achètent les certificats, c'est pas un cadeau qu'ils vous font. Ils vont eux-mêmes facturer à leurs consommateurs les fameux certificats d'économie d'énergie qui vous livrent pour que eux, en termes de trésorerie, ça soit à l'équilibre. Ils vont même facturer les petites composantes supplémentaires pour les frais de gestion. Donc tous les consommateurs, on paye au final les certificats d'économie d'énergie. Donc on a intérêt en tant que consommateur à faire des travaux pour les récupérer, sinon c'est simplement de la perte financière. En tout cas, c'est un mécanisme national pour financer les actions de transition énergétique. Et en optionnel, on a une quatrième composante qui sont les garanties d'origine. Vous pouvez, si vous le souhaitez, consommateur, payer des garanties d'origine pour pouvoir vous approprier tout ou partie de la production renouvelable de certains producteurs pour pouvoir verdir votre approvisionnement énergétique. Voilà pour la deuxième grande composante fourniture. Et bien la troisième composante, les taxes. Donc on va retrouver ce qu'on appelait anciennement la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, la TICFE, qui porte aujourd'hui le doux nom d'assises sur l'électricité. Nous retrouvons aussi la contribution tarifaire d'acheminement, ça c'est l'assurance vieillesse des énergéticiens. Et ensuite, évidemment, la TVA qui vient refrapper l'ensemble des composantes, dont l'accise sur l'électricité et la CTA.
Voilà comment va se représenter ces différentes composantes dans une facture d'électricité qui doit être parfaitement lisible pour vous. Je vais aller zoomer comme ça. Donc là, c'est un exemple de facture d'électricité d'EDF que vous devez très certainement reconnaître. Comment ça se compose la facture. On retrouve quelques informations, notamment des informations au niveau du contrat de fourniture, son échéance. Donc on voit, j'ai pris un exemple d'un ancien contrat qui arrive à l'échéance en 2022. On va retrouver un histogramme de suivi des consommations et ensuite on arrive dans ce qui nous intéresse, les différentes sous-catégories. Donc on retrouve ici la partie fourniture, on a l'électricité, la capacité. On voit ici que ce point de livraison n'a pas généré de certificat d'économie d'énergie, mais en réalité c'est pas ça, c'est que EDF, dans le cadre de ce marché, intégrait les certificats à l'intérieur de l'électron. On a ici une option énergie renouvelable, donc la partie fourniture. On retrouve ensuite la partie acheminement, le fameux TURP pour l'électricité. Donc là, on détaillera tout à l'heure notamment les composantes de soutirage qui sont très intéressantes pour faire de l'optimisation tarifaire. Les services associés, si on veut avoir des services complémentaires avec son fournisseur, on trouve nos fameuses taxes et contributions, la TVA, le total TTC, hop, qui apparaît à droite. Et en dessous, vous avez très généralement, et heureusement, des informations techniques. Donc par exemple, ce qui est très intéressant de voir sur ce contrat, c'est que les heures creuses sont de 22h24 à 6h24. Donc si certaines consommations peuvent être privilégiées ici, c'est intéressant. Ça tombe bien ici, on est sur un contrat éclairage public, ça fonctionne souvent la nuit, l'éclairage public. Donc on pourrait bénéficier de ces heures creuses. On voit ici qu'on a une puissance souscrite de 6 kVA. Et en termes de formule tarifaire d'acheminement, nous avons un tarif de basse tension inférieur à 36 kVA. Nous avons un tarif heure pleine, heure creuse associé à 2 saisons. Ça veut dire que nous avons des heures pleines d'été, hiver, des heures creuses été, hiver. Donc voilà comment peut se composer une facture d'électricité avec un modèle EDF. Pour la partie gaz naturel, donc la partie gaz naturel, c'est exactement la même chose, acheminement, fourniture, taxe. L'acheminement, donc on n'a pas du TURP en gaz naturel, on a ce qu'on appelle la TRT, l'accès au tiers au réseau de transport, la TRD, accès au tiers au réseau de distribution, et nous avons même aussi l'ATS, accès au tiers au sous-tirage. Pour la fourniture, c'est somme toute plus simple. On a la fourniture de gaz naturel, la molécule, on n'a pas de capacité, mais on retrouve bien des certificats d'économie d'énergie et, si on le souhaite, des garanties d'origine qui sont beaucoup plus chères en gaz naturel qu'en électricité. En électricité, on peut les avoir entre 0,5 de 3 euros du mégawattheure. Les garanties électricité, par contre, les garanties d'origine biogaz, ça va souvent tourner aux alentours de 10-15 euros du mégawattheure. Sur les taxes, on a l'accise sur le gaz naturel, l'ancienne TICGN, on retrouve aussi la CTA et la TVA. Et comme pour l'électricité, je vous ai mis un exemple de facture. Ici, c'est Gaz de Bordeaux. C'est toujours la même logique. On retrouve quelques informations au niveau du contrat. On retrouve notamment des informations très intéressantes qui sont la CAR, la consommation annuelle de référence. On y reviendra tout à l'heure. Le profil. Et on doit avoir la tranche tarifaire qui se balade quelque part sur la facture. On retrouve au début le tarif d'acheminement. Ensuite, les fameuses tarifs de fourniture. Donc, on retrouve de la consommation. Et ici, des C2E. Il n'y avait pas de garantie d'origine facturée sur ce point de livraison. Des prestations et services associés. Alors, c'est vrai que pour le gaz naturel, le tarif d'acheminement gaz prévoit que les fournisseurs refacturent à leurs consommateurs des composantes de location, par exemple des postes de détente, ce genre de choses. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a un forfait pour la moire et la location de blocs de détente qui va coûter 100 euros TTC là pour ce consommateur. Donc vous voyez très souvent sur vos factures ces prestations complémentaires, c'est bien normal, vous pouvez les contrôler en regardant les frais, les prestations du GRD, du gestionnaire du réseau de distribution, qui sont publiées et disponibles en libre accès sur Internet. Et ensuite, les taxes et contributions qui viennent frapper tout ça et notre montant TTC. Donc voilà à quoi ressemble une facture de gaz naturel. Et on va aller surtout fouiller au début pour récupérer quelques informations très intéressantes pour faire de l'optimisation tarifaire. Alors, comment se répartissent ces différentes grandes catégories
acheminement, fourniture, taxe sur une facture, ça dépend des contrats et ça dépend de quelle période on regarde. Avant la crise énergétique, avant 2022, en général, la fourniture d'énergie allait peser pour un tiers de la facture, tout comme l'acheminement et tout comme les taxes et contributions. Sauf que vous l'avez ressenti, comme tous les consommateurs, il y a eu une crise énergétique en 2022-2023 et le un tiers de fourniture s'est transformé en 2 tiers, voire 3 quarts, plutôt même 3 quarts de la dépense de l'énergie était de la fourniture d'énergie. Et maintenant, sur l'après-crise, la fourniture est à peu près représente à peu près 2 tiers de la facture d'énergie, hein. Même si les prix ont fortement baissé par rapport à 2023, 2022, 2023, on reste mine de rien à des prix qui sont quand même plus chers, beaucoup plus chers que l'énergie d'avant-crise. Mais on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, c'est pas le but de ce webinaire. On va se concentrer sur la partie optimisation tarifaire, donc optimisation de l'acheminement. Et on en arrive à notre troisième point. Alors peut-être avant d'arriver dans le dur, qu'est le tarif, l'optimisation du tarif d'acheminement, est-ce qu'il y avait quelques questions? Oui, Jérémy, on a une question. Alors, bonjour, différence entre propriétaire ou locataire des bâtiments, quid de la marge de manœuvre et des obligations pour le locataire? Alors, en fait, là, il faut voir qui a le contrat, qui paye la fourniture d'énergie. Un locataire peut, bien évidemment, bouger sa puissance souscrite. Par exemple, quand vous arrivez dans un logement, la première chose que vous faites, l'une des premières choses, ça va être d'avoir un contrat d'électricité. Et c'est vous, locataire, qui allez choisir la puissance souscrite. C'est vous qui allez définir si vous voulez un tarif base, un tarif heure pleine, heure creuse. Voilà, c'est la personne qui contractualise la fourniture d'énergie qui va définir les termes de l'acheminement, les termes de son contrat de fourniture, et c'est bien lui qui va pouvoir faire l'optimisation tarifaire et en bénéficier, parce que c'est bien lui qui paye sa facture d'électricité à la fin. Si par contre, au niveau de l'optimisation, vous voulez faire une optimisation avec un changement dit de segment, c'est-à-dire vous voulez passer d'un tarif bleu en basse tension et vous allez aller sur du tarif jaune en basse tension supérieure à 36, il va potentiellement falloir faire des travaux, il va falloir qu'une pelleteuse peut-être vienne, il va falloir modifier le tableau électrique. Si vous êtes locataire, bon, il va peut-être falloir quand même en avertir votre propriétaire parce que ça va pas être indolore. Puis d'ailleurs, vous allez souvent être freiné assez rapidement parce que les travaux peuvent être quand même assez onéreux. Donc là, vous allez vous rapprocher de votre propriétaire. Mais s'il n'y a pas de travaux générés, si ce n'est peut-être un changement de disjoncteur ou de fusible, bon, là, vous pouvez y aller sans trop de problème. Et, la personne complète en disant la question concernait plutôt les investissements, les travaux. En gros, à qui revient les... Voilà, si tu parlais de changement de segment, à qui revient la facture, quoi. Bah, je pense que c'est à voir au cas par cas avec le propriétaire, parce que le propriétaire, il vous met à l'utilisation un bien dans l'état. Si vous commencez à vouloir faire des travaux, là, faut voir ce que dit le bail. Donc là, j'analyserai en fait le bail entre le locataire et le propriétaire. Donc là, j'ai pas de réponse à un clé en main, c'est à voir au cas par cas. Mais dans très grande majorité des cas, il n'y a pas de travaux à faire. Si c'est simplement un réglage de disjoncteur, c'est pas des travaux, hein. C'est un technicien qui va venir régler. Et puis bien souvent maintenant avec les compteurs Linky ou les compteurs du moins téléopérables, on peut faire des réglages à distance. Et combien même si c'est facturé par le GRD, Enedis ou GRDF, c'est facturé via la facture du fournisseur. C'est ça, ça apparaît, il va y avoir une ligne dans la facture d'électricité. Voilà. Par contre, s'il y a des travaux importants, il va falloir à un moment une validation, puis il va falloir engager les travaux. Puis, alors c'est vrai qu'à un moment, s'il faut aller détériorer le bien, détériorer dans le sens il va y avoir des travaux, donc potentiellement il va falloir enlever le tableau électrique, ainsi de suite. C'est quand même des gros travaux et là il faut que le propriétaire évidemment soit averti. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Ok. Alors sur les leviers d'optimisation tarifaire, on va commencer avec l'électricité et du coup le TURP. Au niveau du TURP, le TURP il va obéir à différentes règles, vous les connaissez certainement. Il y a ce qu'on appelle la péréquation tarifaire, c'est-à-dire peu importe
qui vous êtes, où vous êtes, c'est les mêmes tarifs pour tout le monde. Il n'y a pas de différenciation. Le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité est publié au journal officiel de la République. Tout le monde y a accès. Il est le même pour tous. Il y a la notion de timbre-poste, c'est-à-dire peu importe où vous êtes sur le réseau, il faut voir le réseau comme une énorme plaque de cuivre. Vous avez le même tarif. Il n'y a pas de notion d'éloignement, contrairement au gaz naturel. Votre tarif, il va dépendre de vos puissances souscrites, vos besoins en puissance, et de votre consommation qui peut être euro-saisonnière, qui peut être différenciée en fonction d'heure pleine, heure creuse, été, hiver. L'électricité dans le TURP, il y a différentes composantes qui sont toutes ici. On va s'attacher à présenter aujourd'hui que certaines composantes qui vont avoir un impact direct dans les optimisations tarifaires. On va s'attacher à présenter la composante de soutirage et la CMDPS, la composante mensuelle de dépassement des puissances souscrites. Mais vous, en tant que consommateur, vous payez tout le temps la composante de gestion, qui va permettre de payer les frais administratifs, notamment du GRD, et la composante de comptage, notamment pour l'entretien, la relève des compteurs. Vous pouvez aussi avoir, pour certains d'entre vous, de l'énergie réactive, donc la composante annuelle d'énergie réactive qui vous est aussi facturée. Mais on ne va pas rentrer dans ce détail. Donc, au niveau du TURP, c'est bien vous d'avoir toutes ces composantes, mais c'est pas les mêmes quand même pour tout le monde. Ça va dépendre en fait de vos segments. Donc, on va rentrer dans ce qu'on appelle les formules tarifaires d'acheminement. Il y a différentes grandes catégories de formules tarifaires d'acheminement. La basse tension inférieure ou égale à 36 kVA, que j'ai matérialisé en bleu. La basse tension supérieure à 36 kVA en orange et la haute tension en vert. On a aussi la HTB en très haute tension, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail parce que ça ne va pas concerner aujourd'hui vos structures. La HTB va concerner par exemple des aciéries, des cimenteries, enfin des très très gros outils de production industrielle. Hop. Donc, sur la basse tension, pour vous faire le parallèle avec la fourniture d'énergie, ce sont les anciens tarifs bleus que facturaient les opérateurs historiques. Donc, sur la basse tension de moins de 36, on peut décliner en version cette basse tension. Nous avons par exemple la version courte utilisation sans différenciation temporelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le même prix de l'électricité sur la partie acheminement. On ne parle pas de fourniture ici. Sur la partie acheminement, vous avez le même prix de fourniture. D'ailleurs, ça veut dire qu'au final, vous avez un contrat basse tension inférieur à 36 kg, courte utilisation ST, courte utilisation sans différenciation temporelle. Vous pouvez aussi avoir la moyenne utilisation avec différenciation temporelle, car vous avez des heures pleines, des heures creuses. Ça va apparaître sur votre facture en BT1 MU DT. Vous avez ensuite la longue utilisation élue, BT1 élue, qui est elle aussi sans différenciation temporelle. C'est un tarif qui était beaucoup utilisé pour l'éclairage public et aussi parfois pour des équipements qui vont fonctionner en continu toute l'année. Par exemple, des stations d'assainissement, ça peut être intéressant. Et on retrouve ensuite les versions tarifaires à 4 postes, donc courte utilisation à 4 postes ou moyenne utilisation à 4 postes. 4 postes, ça veut dire que vous avez des heures pleines de saison haute, des heures creuses de saison haute, c'est l'hiver, des heures pleines de saison basse et des heures creuses de saison basse, c'est l'été. Point d'attention, les versions courte utilisation sans différenciation temporelle et les versions moyenne utilisation avec différenciation temporelle ne sont plus contractualisées depuis l'année dernière et n'existent plus dès lors que vous avez un compteur communicant ouvert au service, téléopérable. C'est pour ça que sur vos factures d'électricité, pour plus de 99,99% des cas, vos versions courte utilisation ont disparu et sont passées en CU4 et les MUDT sont passés en MU4. Donc en fait, maintenant, ça ne rentre plus trop en considération pour les optimisations tarifaires, ces anciennes versions, parce que de toute façon, elles ne sont plus contractualisées, sauf si vous avez encore un vieux compteur électromécanique qui traîne quelque part dans votre patrimoine. Donc, pourquoi choisir l'une ou l'autre des versions? Eh ben, c'est justement tout l'intérêt d'une optimisation tarifaire. On va modéliser, on va simuler toutes les possibilités.
Passons sur la partie basse tension sub 36. On a ici la version courte et longue utilisation, tout comme la HTA. Sur la partie donc toujours TURP, on a du coup les fameuses ce qu'on appelle eurosaisonnalité. On voit que l'eurosaisonnalité dépend de la version tarifaire choisie. 2 postes, 1 poste, 4 postes, voire 5 postes avec la HTA. On a aussi la pointe qui vient se greffer. Voilà comment c'est défini. On a du coup la haute saison, l'hiver qui est de novembre à mars, dans la quasi-totalité des cas. Et on va ensuite avoir des heures creuses dans la semaine. Faut savoir que pour la HTA, le dimanche est entièrement en heures creuses. Vous allez avoir différents horaires d'heures creuses, différents horaires de pointe. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Là, il faut vérifier en fait sur votre facture d'électricité ou par l'intermédiaire de votre fournisseur ou de votre GRD quelles sont vos plages horaires. De toute façon, ces plages horaires vous sont affectées, vous permettent d'avoir une consommation par poste saisonnier, ce qui vous permet ensuite de faire tous les calculs qui sont nécessaires pour faire de l'optimisation tarifaire. Donc je ne rentre pas plus dans le détail, là je vous invite à voir sur votre facture d'énergie. Sur les puissances souscrites. Les puissances souscrites vont avoir des règles de souscription différentes en fonction des formules tarifaires d'acheminement. Basse tension de moins de 36, basse tension sub 36 et HTA. Pour la basse tension de moins de 36, c'est dans le titre, il n'y a pas de piège. La puissance est strictement inférieure ou égale à 36 kVA. Si vous passez au-dessus, de toute façon, ça va couper. Si vous êtes en BT sup, il y a une règle. Il faut être strictement supérieur à 36, c'est comme dans le titre. Il y a une petite subtilité. On peut être malin sur la souscription de la BT sup. Peut-être qu'au final, vous n'avez pas besoin d'avoir tout le temps des puissances souscrites supérieures à 36. Et ça peut être intéressant de souscrire parfois des 12, 13, 18 kilos sur certains postes, du moment que le poste d'heure creuse de saison basse soit au moins égal à, supérieur ou égal à 37 kVA. Donc ça, c'est une petite subtilité qui est très intéressante et que l'on regarde quand on fait de l'optimisation tarifaire. Il n'y a pas forcément de règles pour la HTA. Parfois, on retrouve des sites en HTA avec des puissances souscrites de 4, 5, 8 kVA. Là, c'est plutôt à se poser la question de est-ce qu'on est au bon endroit, est-ce qu'on n'a pas un intérêt financier à passer sur une autre formule tarifaire. En termes de poste de souscription, c'est la monopuissance pour la basse tension. Peu importe la version tarifaire choisie, que ce soit la longue, la courte, ainsi de suite, on choisit une puissance souscrite. Alors que pour la BT sup et la HTA, il faut une puissance souscrite par poste tarifaire, avec la règle suivante. La puissance d'heure pleine de saison haute est strictement inférieure à la puissance d'heure creuse de saison haute, qui est strictement inférieure à la puissance d'heure pleine de saison basse, qui est strictement inférieure ou égale, toujours égale, à la puissance d'heure creuse de saison basse. Donc vous pouvez avoir des puissances élevées l'été et faibles l'hiver, mais pas inversement. On ne peut pas avoir des puissances hautes l'hiver et faibles l'été. Ça, la logique, c'est quoi? C'est le dimensionnement de la capacité du réseau et des actifs de production à mettre en place pour assurer l'équilibre du réseau. Pour l'HTA, on retrouve la pointe qui arrive avant les heures pleines de saison haute. Donc ça, c'est très important d'avoir cette règle de souscription, parce que si vous demandez l'inverse à votre fournisseur, ça ne passera pas. Au niveau des dépassements, est-ce qu'ils sont autorisés? En basse tension moins 36, non. Si vous dépassez la puissance, ça va couper. Vous avez un disjoncteur qui est là pour faire le gendarme. Par contre, si vous êtes en BT sup ou en HTA, oui, vous pouvez faire des dépassements. Et c'est bien intéressant de faire des dépassements. Le dépassement est horaire en basse tension sub 36 et le dépassement est selon la puissance dépassée en HTA. Et donc, on va voir que en termes, quand on joue à trouver la meilleure puissance, les règles ne sont pas du tout les mêmes et les résultats ne le sont pas non plus. Le pas de souscription pour la basse tension de moins de 36 va être de 1 kVA si vous avez un compteur Linky. Si vous êtes encore sur des vieux compteurs électromécaniques, vous êtes généralement sur des pas de souscription de 3 kVA. Pourquoi? C'est que la souscription se fait en fonction de l'organe de contrôle de la puissance, le disjoncteur. Et le disjoncteur se règle par pas de temps de 3 kVA. Une petite subtilité pour la formule tarifaire BT1 élue, la longue utilisation. Peu importe le compteur, vous avez droit de souscrire au pas de 0,1 kVA. C'est très intéressant parce que
la composante de sous-tirage fixe, le fameux abonnement, qui dépend de votre puissance, est extrêmement onéreux en BT1 élu. Donc, c'est bien intéressant d'avoir un pas de souscription à 0,1 kg. Souscription à 1 kg pour la BT Sup et la HTA. Voilà, vous avez les règles de souscription et on va jouer avec ces règles pour trouver la meilleure puissance à souscrire. Donc, focalisons-nous sur la composante de sous-tirage. Parce qu'au final, comme je vous disais tout à l'heure, c'est sur la composante de sous-tirage et la CMDPS, la composante de dépassement, on va pouvoir jouer sur l'optimisation. Donc voilà à quoi ça ressemble une composante de sous-tirage pour une FTA, formule tarifaire d'acheminement, en BT1. Basse tension, inférieure ou égale à 36 kVA. C'est la jolie formule qu'il est ici, qui est une somme toute assez simple. Coefficient B fois P. Coefficient B, il nous est donné dans les tarifs du TURP. Là, ici, je vous ai mis un exemple pour une formule tarifaire. Courte utilisation, 4 postes. Donc, par exemple, si vous souscrivez 1 kVA, vous allez payer 10,11 € de composants de sous-tirage fixe par an. Et ensuite, cette formule ici, c'est la composante de sous-tirage variable. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la consommation du poste tarifaire, par exemple les heures pleines de saison haute. Les heures pleines de saison haute, la composante de sous-tirage variable coûte 7 centimes 49 par kilowattheure, ou si vous voulez 74,9 € par mégawattheure, peu importe l'unité, qu'on multiplie par la consommation afférente. Et on fait ça pour chacun des postes eurosaisonniers. Et voilà, nous avons calculé notre composante de sous-tirage. C'est la même chose pour la partie BT Sup, et on verra que c'est la même chose pour la HTA, sauf que la composante de sous-tirage fixe, on voit que la formule là, c'est un petit peu plus étoffé. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit, cette formule, au final? On prend la puissance souscrite en heure pleine de saison haute, qu'on multiplie par, ici dans cet exemple de courte utilisation, 17,61 €. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend la puissance souscrite d'heure creuse de saison haute, qu'on soustrait, et on soustrait à cette puissance la puissance souscrite du poste tarifaire suivant. Donc, par exemple, si j'ai souscrit 30 ici et 40 là, je fais 40 moins 30, ce qui me donne 10. 10 fois 15,96 €. Et voilà, on a notre puissance souscrite qui se calcule. Donc là, ici, je vous ai mis un exemple qui sera peut-être un peu plus parlant. Donc, j'ai posé les hypothèses suivantes. Nous sommes en basse tension supérieure à 36. On a souscrit 42 kVA sur les postes saisonniers d'hiver et 50 sur l'été. On va dire que c'est par exemple une piscine, pourquoi pas, qui a des besoins un peu plus forts l'hiver. Et j'ai indiqué une consommation répartie par poste saisonnier suivante. Donc là, ici, je vous fais deux simulations. En BT Sup CU, en BT Sup élu, on voit que le barème du TURP est différent en fonction de la version choisie. On voit que pour la composante de sous-tirage fixe, qu'est-ce que je fais? Je fais 42 fois 17,61 qui me donne 739. Je passe au poste eurosaisonnier suivant. 42 moins 42, 0, 0 fois 15,96, 0. Ensuite, j'ai le poste eurosaisonnier d'après 50. 50 moins 42 fois du coup le coefficient pondérateur à 14,56, 116 €. Après, j'arrive sur le poste heure creuse saison basse, 50 moins 50, 0. Et je fais pareil ensuite pour les consommations, 50 fois 6,91, 50 fois 69,1, 30 fois 42,1 et ainsi de suite. Je fais pareil pour la BT Sup élu. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que, c'est toujours intéressant, ici, pour ce tarif-là, je vois que avec cette version tarifaire, je vais payer 6 919 €. Et avec cette version longue utilisation, 6 695 €. J'ai rajouté la CTA pour avoir un comparatif cohérent parce que la CTA vient frapper les composantes fixes du TURP. Et donc, je vois que, par exemple, pour ce point de livraison, c'est quand même plus intéressant d'être en version longue utilisation et la version courte utilisation. En fait, voilà, vous avez déjà la réponse. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer quelle est la meilleure version d'utilisation pour un site? On fait le calcul. On regarde le barème des prix en vigueur, on regarde notre puissance souscrite.
nos consommations, et ça permet de déterminer mais combien ça va nous coûter tout ça. En général, ce que l'on fait, on va dans l'ordre, on va déjà regarder quelle serait la meilleure puissance souscrite au regard de notre composante de sous-tirage fixe et au regard de notre coût de dépassement de puissance souscrite. Et une fois qu'on a la puissance souscrite optimisée, eh bien, on vient la jouer avec chaque version tarifaire, ce qui nous permet d'avoir les montants et déterminer quel est le plus intéressant pour nous. Pour la partie HTA, toujours cette fameuse composante de sous-tirage, c'est exactement la même formule, sauf qu'au lieu d'avoir 4 postes, il y a 5 postes. Il y a la pointe qui vient se greffer. Donc, voilà, je vous ai expliqué, montré comment on calcule les composantes de sous-tirage. Ce sont des additions et des multiplications. Mais je vous ai aussi dit que, attention, il faut quand même se poser la question de est-ce que ma puissance souscrite est correctement déterminée. Et c'est là que va arriver en fait la fameuse composante mensuelle de dépassement de puissance souscrite. Donc là, c'est la même logique. Ah, oui, il y a une question? Et voilà, juste, non, il n'y a pas de question. Juste, il est 11h55. Voilà, c'est juste pour te rappeler. J'accélère. Non, ça va, t'inquiète. Ça va aller assez vite, il reste plus grand-chose sur la partie électricité. Sur ton exemple, sur la composante de sous-tirage, c'est très bien. Moi, j'ai bien aimé le fait que tu as ajouté la CTA. Mais tu es d'accord aussi que sur ces montants totaux, il faut le multiplier par 20% pour ajouter la TVA. On est d'accord? Alors oui, en effet, on peut aussi rajouter la TVA, mais ça n'a pas forcément d'intérêt parce que la TVA est la même partout dans ces deux versions. Donc, on va juste augmenter les prix, mais au final, ça revient exactement au même parce que ça vient se neutraliser. Donc, il n'y a pas forcément d'intérêt à ajouter la TVA. Sur le contrat, par contre, BT1, donc basse tension moins de 36, c'est vrai qu'il y a un jeu de TVA à 5,5% qui est là. Donc, c'est intéressant d'analyser en TTC. Cependant, à partir d'août, la TVA à 5,5 passe à 20%. Donc, au final, ça sert à rien d'analyser en TTC. Maintenant, on peut tout faire en hors taxe. Alors, la composante de dépassement. Donc, je vous ai dit que pour la basse tension moins de 36, il n'y a pas de dépassement. On a un disjoncteur, vous dépassez, ça coupe, ça disjoncte pour venir réenclencher. Par contre, pour les autres segments, vous pouvez jouer avec le dépassement de puissance. Donc, pour la basse tension supérieure à 36, voilà la magnifique formule de la composante de dépassement. Prix de dépassement fois heure de dépassement. Donc, c'est quand même assez simple. Qu'est-ce qu'on fait? On va, le graphique que je vous présente ici, c'est ce qu'on appelle une courbe de charge. C'est la consommation au pas de temps 5. Alors ici, c'est au pas de temps 5 minutes, mais on va dire que c'est du 10 minutes parce que la composante se calcule au pas de temps 10 minutes. On regarde en fait qu'est-ce qui se passe. Donc là, ici, par exemple, j'ai une puissance souscrite à 50 kg, mais je vois que à certains moments, je dépasse. Par exemple, ici, là, j'ai un dépassement de 35 minutes. Là, j'ai 5 minutes, 20 minutes. Et là, ici, j'ai un tout petit bout de dépassement de 5 minutes, et ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On somme, sur la période considérée, les heures de dépassement, et ces heures de dépassement qu'on arrondit à l'heure inférieure. Si, par exemple, on fait 1h55 de dépassement, c'est 1 heure de dépassement pour le turp. Donc là, ici, si j'ai 1h15 de dépassement, donc ça me fait 1 heure de pénalité facturée. 1 heure de pénalité facturée fois 12,41 €. Bah voilà, je paye 12,41 € de dépassement. Donc ça, c'est la composante de dépassement pour la basse tension de plus de 36. Regardons pour la HTA. On voit que l'HTA, la formule est quand même un petit peu plus complexe. Et au final, une fois qu'on la comprend, c'est pas si compliqué que ça. Qu'est-ce que l'on fait au final? On fait par poste euro saisonnier le calcul suivant, 0,04 fois le coût de la puissance souscrite, multiplié par l'écart au carré de l'ensemble des dépassements par poste euro saisonnier. D'accord? Donc, si je reprends mon graphique ici, graphiquement, à quoi ça ressemble, cette pénalité? Donc, on voit, alors j'ai vraiment zoomé ici pour que ça soit lisible, on va pas regarder les nombres d'heures de dépassement, mais on va regarder à chaque fois de combien on a dépassé, les fameux delta P, les écarts de puissance. Donc là, ici, j'ai atteint 52 kg, j'ai souscrit 50 kg, donc j'ai un dépassement de 2 kg. J'ai un dépassement de 2 kg, un dépassement de 5, 8, 7. Et donc là, ici, on applique la formule et on voit qu'on a une pénalité au final de 9,11 €. Donc,
on voit que c'est très intéressant parce que, par exemple, si vous dépassez tout le temps, il y a énormément de dépassements, mais c'est des dépassements de 2-3 kilos. Bah avec la HTA, ça va pas vous coûter très très cher. Hein. Vous allez payer quelques euros par-ci par-là. Par contre, si vous dépassez que de 1 ou 2 kilos longtemps en basse tension, vu que c'est des heures qui sont facturées, que vous dépassez de 1 kilo ou de 100 kilos, c'est la même chose. Et ben la facture peut être extrêmement salée. Donc faites attention sur la basse tension, hein, faut pas avoir une puissance trop basse, parce que même si vous dépassez au final très peu en puissance, vous allez avoir un coût de pénalité extrêmement important, alors que si vous êtes en HTA, c'est pas du tout pareil, ça va pas vous coûter très cher les dépassements. Par contre, si vous faites des dépassements très élevés, avec des coûts des niveaux de dépassement avec des puissances très importantes, là ça va vous coûter cher, alors qu'en basse tension, peu importe combien vous dépassez, attention à pas faire cramer l'installation quand même, hein, et peu importe la puissance dépassée, c'est des heures de dépassement qui sont calculées. Ok. Donc, ce que je veux vous dire et ce qui est très important à avoir en tête, c'est que il est préférable de payer des pénalités de dépassement que de souscrire une puissance trop importante. Il faut avoir la pénalité de dépassement. Ne pas avoir de pénalité, ça veut dire qu'on a un niveau de souscription qui est trop élevé, ça va vous coûter trop cher. Par exemple, là, si sur l'exemple de tout à l'heure, je m'amuse à caler ma puissance souscrite au regard de la puissance la plus importante appelée, dans l'exemple ici en BTS-UPLU, ça me coûte 4 153 €, la composante de soutirage fixe. Par contre, si je viens baisser ma puissance, je me cale à ce niveau-là, je l'ai mis de manière arbitraire, hein, je souscris que 50 kg, ça va me coûter seulement 3 580 €, les composants de soutirage fixe. Ça veut dire que j'ai 573 € d'écart entre les deux. Bah, mine de rien, ça me laisse sous le coup de 46 heures de pénalité potentielle. Et en fait, tout le jeu d'une optimisation tarifaire, ça va être de, vous voyez, faire bouger ce trait rouge et le fixer au bon niveau pour que mes pénalités ne soient pas supérieures à mes composantes de soutirage fixe. Donc, on va venir jouer là-dessus. Est-ce que j'ai un intérêt à baisser ma puissance? Oui, jusqu'à un certain niveau où ma pénalité supplémentaire ne devient pas plus chère que le gain de baisse de puissance souscrite supplémentaire. Et c'est ça tout le jeu et toute la difficulté de faire une optimisation tarifaire. Et cette optimisation de puissance doit se faire évidemment par poste euro-saisonnier. Et donc, voilà, une fois qu'on a fait ça, il faut analyser toutes les possibilités. C'est-à-dire que j'ai un point de livraison, je le simule en haute tension, je regarde pour la longue utilisation, la courte utilisation, quelle serait ma puissance souscrite optimale, vu que les coûts de composants de soutirage fixe ne sont pas les mêmes entre versions. Il faut que je regarde quelle est ma puissance souscrite optimale, que j'en déduise du coup quelle est mon adéquation puissance souscrite optimale version tarifaire, pour choisir au final ma meilleure version tarifaire. Je fais pareil en BTSUP, je fais pareil en basse tension moins de 36. Basse tension moins de 36 avec la subtilité de, on disjonque si on souscrit tout bas, donc on se cale à la puissance max. Et donc on va faire toute cette analyse et on va déterminer au final quelle est ma meilleure formule tarifaire d'acheminement avec ma meilleure adéquation puissance souscrite et pénalité de dépassement associée. Et voilà ce qu'on fait quand on fait une optimisation tarifaire en électricité. Du coup, ouais, là, t'allais passer sur le gaz, c'est ça? C'est ça, ouais. J'en ai terminé avec l'électricité, si vous avez des questions. Oui, il y a une question dans le chat. Donc là, tu parles de puissance souscrite, mais qu'en est-il de la puissance du transfo? Alors, c'est vrai que si par exemple vous vous dites mince, j'ai pris 40 000 € de pénalité en 2024 sur le dépassement de puissance, il va peut-être être nécessaire d'augmenter la puissance et voire même il va peut-être falloir l'augmenter encore plus parce que je prévois une extension à un bâtiment, je prévois d'ajouter de nouveaux équipements qui vont être fortement consommateurs d'énergie. Et en effet, quand on va faire une optimisation tarifaire, on va potentiellement être bridé en fonction de la capacité de raccordement du site. Par exemple, vous avez peut-être souscrit 130 kg, mais le poste, votre ligne va pouvoir absorber que 180 kg. Et si vous avez besoin de 250 kg de puissance, ça passera pas.
en fait, c'est quand vous allez faire la demande d'augmentation de puissance à votre fournisseur, le fournisseur lui-même va contacter le gestionnaire de réseau, et le gestionnaire de réseau va dire oh là, attention, moi je peux pas prendre de la puissance comme ça, il va falloir que je fasse une étude pour déterminer si le raccordement est capable de supporter cette puissance supplémentaire. Il va falloir que j'étudie aussi qu'est-ce que je dois changer. Est-ce que je vais devoir changer des cellules? Est-ce que je dois changer un compteur? Est-ce que je dois changer des différents équipements? Donc là, vous allez recevoir un devis que vous pourrez accepter ou pas pour pouvoir engager les travaux. Donc, c'est vrai qu'il y a un point d'attention important, c'est que si vous prévoyez par la suite d'augmenter de manière significative la puissance, il faut s'y prendre à l'avance parce que Enedis ne va pas vous donner le devis sur un claquement de doigts, elle ne pourra pas faire les travaux sur un claquement de doigts. En général, quand on est sur une notion d'optimisation de puissance, bien souvent, les puissances atteintes passent. Alors, à part si vous faites brûler le poste, mais avant d'arriver là quand même. Donc, en général, les préconisations qui vont être faites en termes d'optimisation, c'est des préconisations qui, normalement, devraient passer avec les équipements en place. Parce que les optimisations vont être basées sur les courbes de charge réalisées. Mais si vous prenez votre courbe de charge réalisée et vous venez la moduler parce que vous savez que vous allez rajouter des équipements et que vous allez avoir besoin de puissance supplémentaire, donc là c'est quand même une analyse poussée, c'est vrai que là vous allez peut-être arriver aux limites des équipements et là il va falloir passer par des investissements plus lourds qui vont nécessiter des travaux potentiellement importants. Ok, j'espère que ça répond à la question. Oui, Est-ce que... Ouais. Eh ben, je passe sur le gaz naturel. Alors, sur le gaz naturel, ATRT, ATRD, ATS, accès au tiers au réseau de transport, distribution, accès au tiers au stockage. Voilà la jolie formule du tarif d'acheminement. Mais on va voir au final que on va jouer sur quand même moins d'éléments pour la partie optimisation. Sur la partie acheminement, je vous disais tout à l'heure, pour l'électricité, il y a une plaque de cuivre, peu importe où vous êtes, c'est le même tarif. Pour le gaz naturel, c'est différent. Vous avez le NTR ici, une petite composante qui s'appelle le niveau de tarification régionale. Et ce niveau de tarification régionale détermine votre éloignement au réseau de transport. C'est-à-dire que certaines structures qui sont localisées dans une commune où il y a un réseau de transport vont payer 0 sur cette composante et d'autres vont payer 1000 €. Donc on n'est pas logé à la même enseigne en fonction de notre éloignement au réseau de transport. Ça, c'était blague à part. Pour la partie acheminement de gaz naturel, c'est qu'il y a beaucoup moins de choses à faire en termes d'optimisation tarifaire. Ce que l'on va faire majoritairement, c'est qu'on va regarder la tranche tarifaire de distribution, c'est-à-dire où est-ce que vous vous situez. Il y a différentes tranches tarifaires. Si vous avez une consommation annuelle de référence, vous savez, c'est la fameuse CAR qui apparaît sur votre facture, qui est une consommation contractuelle, qui est calculée par le gestionnaire de réseau et qui va correspondre, bon an mal an, à la moyenne des consommations de vos 3 dernières années, corrigée de la rigueur climatique. Et donc, cette CAR si vous êtes avec une CAR de moins de 6 MWh, vous êtes en tranche T1, entre 6 et 300 MWh tranche T2, plus de 300, vous allez être en tranche T3, et après, il y a des notions de souscription de capacité. Ça, c'est quand même pour des très gros sites. Si vous avez une souscription de capacité, vous êtes à plus de 5 GWh, vous êtes en T4. Si vous êtes à plus de 5 GWh, mais vous n'avez pas de souscription de capacité, vous restez tout de même en T3. Et donc, en fait, la question à se poser, c'est mais aujourd'hui, moi, je suis dans quelle tranche? C'est quoi ma consommation annuelle de référence? Et si je suis à une consommation annuelle de référence, par exemple, je sais pas moi, de 8 MWh ou de 15 MWh, mais qu'aujourd'hui je suis dans une tranche T1, là ça peut être intéressant de passer en tranche T2. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va simuler les prix des différentes tranches pour les sites. Donc on a des prix proportionnels, donc euros par mégawattheure et des prix fixes, et ça va nous permettre de nous dire, au final, au regard de ma CAR, au regard de ma consommation, je vais avoir un intérêt à passer dans telle ou telle tranche. Et au final, pourquoi est-ce qu'il y a des mouvements de tranche? C'est que la consommation du site peut évoluer. Vous pouvez peut-être avoir substitué une partie de vos consommations en gaz pour passer sur un réseau de chaleur bois. Mais conserver quand même du gaz pour l'eau chaude sanitaire ou peut-être la cuisson. Vous avez peut-être aussi engagé des travaux d'isolation. Vous avez réalisé une extension. Et donc,
peu à peu, votre consommation annuelle de référence va bouger et on va voir, vous allez avoir un intérêt à changer de tranche tarifaire. Donc en fait, c'est simplement l'application de ce barème. Un point d'attention, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, la consommation annuelle de référence est basée sur les 3 dernières années. Ça veut dire que si vous faites des travaux, potentiellement, il va y avoir une inertie lourde dans l'actualisation de la CAR. Vos travaux, vous allez peut-être baisser de 50% votre consommation, mais la CAR, il n'y a que un tiers de la CAR qui va varier de 50%, parce qu'elle est basée sur les 3 dernières années de consommation. En année N+2, vous aurez que 2 tiers de la CAR qui sera du coup impactée par la grosse baisse de consommation, et ainsi de suite. Et donc là, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de demander, avec l'appui d'une étude thermique, demander à votre fournisseur de saisir le gestionnaire de réseau pour demander une réactualisation de votre consommation annuelle de référence et du profil de consommation qui va avec, de demander une réactualisation tout de suite pour ne pas attendre 3 ans. Donc ça peut vous faire gagner quelques années sur la partie optimisation tarifaire. C'est pas une simple demande à un coup de téléphone ou un mail. Il va falloir quand même à l'appui une étude thermique, mais en général, quand vous engagez des travaux de rénovation lourds et de manière globale, vous allez bénéficier, vous allez avoir un bureau d'études thermiques qui va vous accompagner. Donc avec l'appui de cette étude thermique, notamment, vous allez pouvoir du coup plaider votre cause auprès du gestionnaire de réseau et du coup demander une actualisation de vos consommations de référence rapidement et pouvoir du coup switcher d'une tranche tarifaire à l'autre et bénéficier des gains potentiels. Alors, évidemment, s'il y a un gain de 50 €, faut peut-être pas s'embêter avec ça, mais s'il y a 10-15 000 € derrière en optimisation tarifaire, le jeu en vaut clairement la chandelle. Voilà sur la partie retour d'expérience, sur la partie gaz naturel. Avant de partir là sur les points d'attention, peut-être avez-vous des questions sur le gaz naturel? Il n'y a rien dans le chat. Ouais. C'est clair. Donc, voilà, puis c'est vrai que le gaz naturel, c'est un peu moins sympathique. Il y a moins de choses à faire. Enfin, en tout cas, en tant que technicien, on s'amuse moins avec le gaz naturel qu'avec l'électricité. Point 4, point d'attention sur les optimisations. Attention, attention, les consommations passées ne présument pas des consommations futures. C'est un petit peu une phrase qu'on entend souvent quand vous investissez en bourse, c'est la même chose pour les optimisations tarifaires. C'est pas parce que vous avez consommé d'une façon l'année dernière, parce que pour qu'on fait une campagne, qu'on fait une optimisation tarifaire, il nous faut de la matière. Il nous faut les consommations passées, il nous faut vos courbes de charges passées. Et donc, toute l'analyse repose là-dessus. Mais attention, vos consommations passées ne présument pas des consommations futures. Si vous consommez différemment l'année prochaine, peut-être que l'optimisation tarifaire qui est basée sur l'année précédente ne fonctionnera pas sur l'année suivante. Donc ça veut dire que quand il y a des optimisations tarifaires avec des 150, 200 € de gains, attention, peut-être qu'ils vont être mangés parce que vous allez consommer différemment l'année prochaine. Aussi, vu que on se base sur une consommation passée, il faut vraiment se poser la question de est-ce que sur cette période d'analyse, est-ce que la consommation était normale? Est-ce que sur cette période, il y a eu des travaux? Est-ce qu'il y a eu une anomalie sur le comptage? Est-ce que la période est vraiment représentative d'une année normale de consommation? Et ça, c'est important parce qu'on peut venir vous dire « Oh super, vous avez 40 000 € de gains, on va vraiment pouvoir baisser fort vos puissances. » Ah oui, mais ça fait 1 an que le site n'est plus utilisé, j'ai simplement de la consommation pour les travaux. Ah, bah oui, là, n'allez surtout pas faire une optimisation basée sur une période de travaux. Pareil, est-ce que vous prévoyez une rénovation du bâtiment? Est-ce que vous prévoyez une extension? Est-ce qu'il va y avoir un changement d'usage? Peut-être que l'équipement a été utilisé par une école et que au final, elle va être maintenant utilisée comme une salle associative, c'est plus du tout la même utilisation, du coup l'optimisation tarifaire ne vaut rien du tout. Donc posez-vous toujours la question, est-ce que je vais avoir un changement d'usage pour l'avenir? Parce que votre optimisation tarifaire ne vaudra plus rien. Alors après, évidemment, il y a d'autres points d'attention. C'est la question qui a été soulevée tout à l'heure. Si jamais vous allez atteindre des contraintes réseau, des limites techniques, en fait, il faut faire attention de combien ça va me coûter. Et ça, c'est quand on fait une optimisation tarifaire, automatiquement,
On regarde, oh mince, le disjoncteur, il est réglé à X kVA, sa plage de réglage est de 60. Je sors de la plage de réglage, va falloir que je paye un changement de disjoncteur. Je change de niveau au niveau du disjoncteur, il faut que je paye un réglage du disjoncteur. Je change de segment, il va falloir que je paye un changement de compteur, il va falloir que je paye peut-être des travaux supplémentaires. Donc ça, c'est des analyses évidemment que l'on fait lorsqu'on fait une optimisation tarifaire. Il ne faut pas se limiter à simplement faire un calcul économique sur le TURP, il faut regarder aussi sur le barème de prestation du GRD. J'en ai terminé sur cette présentation de la facture d'énergie. On a fait le focus sur le tarif d'acheminement. Du tarif d'acheminement, on a fait le focus sur les composantes où on peut aller chercher une optimisation, et ce qui nous a amené sur quelques points d'attention. Je suis à vos dispositions évidemment pour répondre à vos éventuelles questions. Moi, j'en ai une, Jérémy. Il n'y en a pas dans le chat, mais la prise en compte effective d'une baisse de puissance souscrite au niveau de la facture. Parce que là, justement, on en parlera après des retours d'expérience, comment contrôler que c'est bien effectif. Ouais. Est-ce que c'est assez rapide, c'est-à-dire que le mois suivant, on voit que ça a été bien pris en compte par le fournisseur et ça roule, ou voilà. Ouais. Alors, potentiellement, si vous la demandez en fin de mois, ça ne sera pas effectif le mois suivant parce que le fournisseur, lui, va devoir transmettre les nouvelles données contractuelles au GRD, et potentiellement, il peut y avoir un blocage avec le GRD parce que la modification demandée n'est contractuellement pas viable. Mais bon, si on part du principe que tout va bien, et normalement tout va bien, ça peut prendre soit 2-3 semaines, comme un mois et demi si c'est demandé pile poil en fin de mois. Pour savoir ensuite si l'optimisation a été réalisée, donc il y a plusieurs clés de lecture. Déjà, sur votre facture, est-ce que les puissances souscrites qui apparaissent du coup en bas, enfin sur votre facture d'énergie, donc là ici qui était à 6 kg, ça se trouve, là, on va dire, vous demandez à la baisser à 3. Est-ce que sur les factures de vide qui viennent, c'est bien passé à 3? On pourrait même être un poil suspicieux et se dire, mais c'est bien beau de m'afficher quelque chose, je suis content de voir la bonne réponse. Mais est-ce que les 3 kilos, c'est bien ce qui m'est facturé ici? Donc là, on pourrait s'amuser à se dire, je vais regarder du coup ma part fixe. Donc là, ici, je vois que, hop, j'ai 17 centimes par kilovoltampère fois quelque chose qui va être le 3 kilos. Est-ce que ça me donne le bon résultat? Donc, en fait, quand vous êtes habitué à faire du contrôle de facturation, ça, c'est quelque chose que l'on regarde. Par exemple, vous avez vos bases de données métiers avec vos informations contractuelles. Vous allez regarder, c'est bizarre, EDF là, me facture 2,12 €, alors que normalement, je devrais avoir 1 € parce que j'ai dans ma simulation 3 kilos. Donc voilà, on peut aller très loin et regarder au final, est-ce que c'est le bon terme facturé. Et nous, on l'a déjà vu, par exemple, au niveau du groupement, où on a une information qui est indiquée ici. On est content parce que c'est la bonne information qu'on est censé voir, mais c'est pas forcément la bonne puissance qui nous est facturée. Bon, c'est des cas quand même très rares. Là, je pousse le bouchon, mais en tout cas, vous pouvez l'obtenir comme ça. Ça, c'est une première façon. Vous avez fait 2000 optimisations d'un coup parce que vous gérez un gros périmètre. Vous n'allez pas vous amuser à regarder les factures PDF. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous avez une solution informatique de management de l'énergie. Donc là, je pense que Virginie vous en présentera quelques-unes tout à l'heure. Vous pouvez faire des extractions en masse, des données contractuelles, certainement. Donc là, vous pouvez vérifier si les puissances ont bougé. Autre possibilité, vous pouvez vous connecter au compte en ligne gratuit des gestionnaires de réseau. Et là, vous pouvez aussi récupérer et exporter en masse les données contractuelles et vous verrez vos puissances. Donc ça permet de voir si vous avez 50, 100, 3000 points de livraison avec des mouvements contractuels. Est-ce que du coup les évolutions apparaissent bien sur l'entièreté de votre périmètre? Okay. On a une question qui est arrivée entre-temps. Mon courtier m'a dit que certains fournisseurs sont frileux à souscrire avec des exploitants qui se lancent dans des travaux d'optimisation importants et refusent parfois de leur faire une offre. Ce n'est pas cohérent avec notre obligation liée au décret tertiaire. En ont-ils le droit? A-t-on un recours? Sachant peut-être pour préciser, le décret tertiaire, c'est différent c'est un autre sujet, on va dire, pour peut-être Monsieur Joseph. Dans le décret tertiaire, il n'y a pas d'obligation, on ne parle pas de dépenses, mais plutôt de baisse de conso d'énergie. Donc, on va dire qu'on ne prend pas en compte cette partie-là.
Mais effectivement, la question je sais pas si ça te parle, Jérémy, exploitant et... Ouais, alors peut-être que la problématique mise en avant pour le fournisseur, c'est la question de des évolutions de volume de consommation significatives qui pourraient le mettre à risque sur les volumes financiers qu'il a couverts pour livrer l'énergie aux consommateurs. Donc c'est vrai que si des consommateurs ont prévu des baisses de consommation significatives, le fournisseur, lui, il a acheté l'énergie sur un marché gros et il va se retrouver avec beaucoup de volumes achetés, mais le consommateur qui ne consomme pas tous ces volumes, il va se retrouver en écart et ça peut être avoir un impact significatif important. Donc là, pour moi, c'est juste une question d'en informer. Dans une consultation, il faut préciser qu'il y a déjà des gros travaux qui sont réalisés. Après, par contre, sur la question de le fournisseur refuse de prendre un contrat où il va y avoir des modifications contractuelles des puissances des versions, ça, j'y crois pas trop parce que, lui, il s'en fiche. Hein, c'est un passe-plat, le fournisseur au niveau de l'acheminement. Le, comment dire, il applique le barème de la Commission de régulation de l'énergie publié au Journal officiel de la République et verse les sommes collectées au GRD. Ça s'arrête là. Par contre, ce qui pourrait peut-être embêter le fournisseur, c'est si dans les pièces du marché, vous avez précisé que le barème de fourniture correspond à la formule tarifaire d'acheminement à l'époque où il y avait encore les formules à un poste et deux postes, et que vous vous amusez en cours d'année de passer de un poste à 4 postes et sur l'acheminement, et du coup, ça modifie que vous passez sur une grille tarifaire de fourniture de un poste vers 4 postes, et ben là, potentiellement, oui, ça peut poser un problème au fournisseur parce que c'est pas le même risque de couverture financière. Donc là, il peut se retrouver embêté et du coup ne pas répondre à votre consultation. Par contre, si vous prévoyez dans la consultation que au final, il n'y a pas de relation directe entre acheminement et fourniture, c'est possible. Vous dites, moi, je veux un tarif base, un tarif unique de fourniture, peu importe la formule tarifaire d'acheminement souscrite. Là, je vois pas trop le problème pour le fournisseur parce que lui, de toute façon, il a couvert un profil en termes de responsable d'équilibre, donc ça lui posera pas de soucis. Il pourra simplement y avoir la problématique volume avec une baisse des volumes significative s'il y a un gros panel de travaux engagés, mais ça, vous pouvez le prévenir en amont. Donc je vois pas trop la difficulté. Ou alors peut-être qu'il y a un point qui m'échappe. Peut-être que vous pouvez apporter, la personne qui a posé les questions, une précision complémentaire avec un cas précis avec votre AMO et votre fournisseur. On avance aussi un petit Oui, peu c'est ça qu'on va s'il y a des compléments peut-être posteriori éventuellement qu'on peut partager, mais ouais, il nous reste encore un peu moins de 10 minutes pour finaliser un petit peu tout ça, mais okay, on a une précision. C'est bien le cas d'une baisse de consommation qui gêne le fournisseur. Une baisse de conso. Ouais. D'accord, ouais. Ça faut le prévoir dans les pièces contractuelles. C'est vrai que si vous êtes sur un petit périmètre, en fait, vous allez vous retrouver avec, si vous avez deux sites et il y a un site qui baisse de 50%, il y a 25% du volume qui baisse sur le marché. Et là, c'est vraiment problématique. Par exemple, nous, pour le groupement d'achat d'énergie, on est quasiment sur 50 000 sites, 40 000 élec, même 45 000 élec. Au final, entre les baisses et les augmentations, tout se neutralise. Donc, c'est pas forcément un sujet lorsqu'on vient massifier les volumes. Je prêche un petit peu pour les groupements d'achat d'énergie, hein, vous en doutez bien, mais c'est aussi vrai un intérêt fort. Du coup, c'est un non-sujet pour un gros volume porté par un groupement. Mais c'est un sujet quand vous êtes en contrat direct, clairement. Ok, donc on a Monsieur Joutep qui te remercie, c'est clair. Parfait, merci. Je vais continuer. Hop. Tac, sur les outils. Est-ce que... vous voyez mon fond d'écran et moi je vois plus rien. C'est bizarre. Je dupliquer. partager. J'ai bien mon PowerPoint. Là. Attends.
Tu mets-le en présentation. Ah, mais là, je partage plus. Tu peux Non. Ok. Ah, Ah, et là, non, vous voyez pas. partager. Et là, je vais où pour partager? Tu fais Alt Tab. Alt. Ça. Puis tu peux venir là. Hop, et puis tu peux partager. Tu partages. Vas-y, reclique sur partager. Non, Ouais, là, c'est tout bon. Bon, c'est bon pour c'est vous. bon. Ok, super. Jérémy, tu nous confirmes que c'est bon pour... Ouais, je vois bien votre visuel. Oui, c'est contre-temps. Ok. Ah, hop. Maintenant, c'est changer les diapos. Tac. Ce qui peut être aussi intéressant, Jérémy, on a un peu parlé, il vous a parlé de courbes de charge pour vraiment les structures qui n'ont pas accès à la courbe de charge. Vous avez de toute manière ces informations sur votre espace client Enedis, donc le gestionnaire du réseau de distribution. Donc, dès lors que vous avez un compteur, vous pouvez vous créer un espace client Enedis qui peut rassembler sur un même espace l'ensemble de vos compteurs que vous utilisez. Donc là, sur cet espace client, qui est un espace client dit entreprise, vous avez accès à votre courbe de charge, soit sous forme de diagramme ou nuage de points, soit sous format Excel. Donc on voit ici une ligne, voilà, on voit un compteur qui est identique pour tout, et on voit par point 10 minutes, ici, toutes les 5 minutes, la puissance qui est atteinte pour ce compteur. Voilà, donc là, on va gérer la collecte de la courbe de charge. Je vous ai mis un lien pour accéder à l'info documentaire sur cette fonctionnalité-là. On parlait aussi en séance de la puissance des transformateurs. Ici, dans l'onglet Votre espace raccordement, vous pouvez avoir accès à une carte des puissances disponibles par secteur géographique si vous êtes plus ou moins éloigné d'un transformateur. Donc ça aussi, ça peut être intéressant pour la personne qui posait la question sur la disponibilité des transformateurs sur la puissance du secteur. On va vous présenter deux outils qui sont à disposition des établissements de santé et médico-sociaux. On a un CTES, Fabien Rouault, des Côtes d'Armor, qui a développé un outil Excel qu'il a appelé OptiTurf, qui vous oblige par contre à aller récupérer la courbe de charge sur l'espace client Enedis sous format Excel. Ça va vous permettre de compléter cette partie ici en bleu, faire un copier-coller du tableau Excel d'Enedis. De rentrer à la main vos puissances souscrites et de là va vous découler, vous avez plusieurs onglets et de là il va vous faire une proposition d'optimisation. Donc sur la puissance souscrite mais aussi sur la formule tarifaire. On vous a mis cet outil Excel à disposition sur Intradem et également, si vous souhaitez, et c'est plus facile, il y a une visio qui existe qui explique en 20 minutes comment utiliser l'outil. Donc ça, on peut vous mettre à disposition, mais sur demande. On ne pouvait pas mettre sur Intradem, c'est trop volumineux. N'hésitez pas à revenir vers nous par mail ou par téléphone. Le deuxième outil qu'on vous propose au niveau du pôle énergie, comme je vous le disais au début de séance, on a une plateforme vous avez accès à une plateforme de suivi énergétique, Cvid Adviseo. Et sur Cvid Adviseo, vous avez accès à l'optimisation, une proposition d'optimisation des contrats de fourniture. Donc vous allez dans tableau de bord, vous sélectionnez budget et après apparaît cette page-là. Donc, si on clique dessus, vous arrivez à peu près à ce visuel. Vous avez ici votre compteur et son nom associé.
Et ici, dans ce premier encadré en pointillé, le coût d'acheminement actuel et ici, voilà, la proposition d'optimisation, on voit ici, alors je vous ai trouvé un super exemple, hein, mais à voir aussi, je ne connais pas ce bâtiment en particulier, il y aurait potentiellement plus de 50% d'économie sur l'acheminement. Alors, par exemple, sur ce site ici en turquoise, en encadré turquoise, on voit la situation actuelle. Donc, c'est un site qui est à 400 kW pour tous les postes euro-saisonniers. Et on voit sa consommation les puissances max atteintes dans chacun des postes. Donc, globalement, on est maximum à 147 kW. Donc après, vous avez ici la proposition d'optimisation. L'outil vous propose de passer tout à 108 kW. Hein, comme disait Jérémy, on voit, ouais, certes, vous pouvez atteindre jusqu'à 147 kW. L'outil vous propose 108 kW, mais il n'y a pas, dans l'optimisation, vous pouvez en effet être en dessous des puissances max. Et on le voit très bien sur cet outil, dans les différentes composantes du tarif d'acheminement. Ici, sur la composante de dépassement, bah oui, avec le coût optimisé, vous allez faire du dépassement ici à peu près 547 €. Mais malgré tout, les composantes de sous-tirage en part fixe et variable, qui influencent aussi en effet avec une influence sur la CTA et la TVA, et ben au total, et ben, votre composante de dépassement est gommée, est un peu effacée par rapport au gain supérieur sur la composante de sous-tirage. Donc après, je vous invite quand même à être vigilant par rapport à la proposition de Séville. Là, la courbe de charge, vous récupérez des points 10 minutes, voire 5 minutes, mais dans ce laps de temps, vous pouvez avoir des pics de consommation. Donc, voilà, vigilance par rapport à ça. Vous pouvez étudier un peu plus finement votre courbe de charge en graphique. C'est ce que je vous invite à faire. Là, ce que je regrette sur Séville, par contre, c'est que les heures creuses, ils ne s'embêtent pas. Ils les mettent toutes à 22h, 6h. Donc voilà, donc c'est pas forcément ce qui est la réalité. Et vos heures creuses, vous les avez sur les factures, mais vous avez aussi cette information sur votre espace client Enedis. Donc, et comme disait aussi Jérémy, ma vigilance par rapport au mode de fonctionnement ancien et futur de votre établissement. Donc, dans les accompagnements, vous pouvez avoir aussi, vous appuyer sur vos centrales d'achat. Si vous avez un contrat d'énergie, moi, ce que j'en ai sondé quelques-unes, l'optimisation n'est pas faite systématiquement, comme pourrait le faire le groupement d'achat porté par Jérémy. Mais voilà, ce qu'ils vous disent, c'est d'appeler, ce qu'ils vous recommandent, ce que les centrales d'achat recommandent, c'est d'appeler au moins votre fournisseur une fois par an pour voir avec lui et travailler avec lui les optimisations tarifaires. Si vous n'avez pas de contrat d'énergie avec ces centrales d'achat, bah, sachez malgré tout qu'elles proposent aussi des prestations d'optimisation à la carte, donc à voir avec leur service. Malgré tout, ça ne vous empêche pas, vous, de vous rapprocher d'un bureau d'études qui peut aussi vous faire cette optimisation tarifaire pour un ou plusieurs de vos sites. C'est aussi tout l'intérêt de passer par un BE. Et aussi, avec David, on va tâcher de vous produire des fiches latex. Les établissements de Bourgogne-Franche-Comté, on sait qu'il y en a qui ont fait ce travail d'optimisation tarifaire. Il nous reste juste à travailler sur vraiment le gain réel, au-delà de ce qu'a pu présenter Séville. Donc, ces fiches latex, donc on sait voilà, que ce sont principalement des établissements qui sont passés par la plateforme Séville. Et les deux dernières diapos, c'est pour vous dire que malgré tout, les optimisations tarifaires, qu'elles soient en gaz ou en électricité,
eh ben, la plupart de ces changements peuvent vous être facturés. Donc, n'hésitez pas à aller consulter les catalogues de prestations Enedis comme GRDF qui sont à disposition sur Internet en libre accès. D'autant que ces tarifs aussi évoluent, en tout cas pour l'électricité, à chaque 1er août. Donc là, je vous ai mis une page de la prestation F160. Hein. Des fois, vous appelez votre fournisseur, vous leur dites bah, je voudrais la prestation F160 pour mon compteur numéro, bah, c'est un compteur à 14 chiffres, en leur disant bah, je veux passer de ma puissance souscrite, comme on a vu dans l'exemple, de 400 à 108 kg. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut. Ici, on retrouve pour les segments, voilà, le coût que ça peut vous être facturé par Enedis, mais via votre fournisseur directement sur votre facture de fournisseur. Et on a le pendant pareil sur GRDF avec le catalogue des prestations ici. Donc là, je vous ai marqué, je vais retrouver un exemple de la fiche numéro 311 et le coût de la prestation. 12h35, on a dépassé de 5 minutes. Mais voilà, j'ai fait le tour avec Jérémy et David. On vous remercie de votre participation. J'espère que ça aura répondu à vos attentes, que vous soyez petit ou gros établissement, que vous soyez technicien ou administratif. C'était tout l'objet de ce webinaire. Comme on vous le disait, tout ça va être mis en ligne prochainement sur notre site internet, le webinaire et les supports de Jérémy et le nôtre. Et ben on se retrouve, j'espère, déjà au mois de novembre. C'est ça, 13 novembre, et puis avant, il y aura d'autres. Il y aura d'autres webinaires aussi qui viendront voilà, sur la rentrée qui ne sont pas déterminés pour le moment. Merci à tous, merci Jérémy pour du temps et puis voilà. Merci, bonne journée tout le monde. Merci, bon appétit. Oui, bon appétit. À bientôt. Au revoir.